Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José Doc Mayou. Bonne Saint-Valentin! Non. Il n'y a rien de bon là. Il n'y a rien de bon là. Maintenant, il faut en parler. Pas de choix. Hein? C'est peut-être une occasion de parler de choses dont on parle moins. Oui, ce matin, j'ai brossé à Canis un peu. J'ai fait l'énumération tout à l'heure à la commission PM sur Trois-Rivières. J'ai énuméré tous les genres d'hommes qui existaient parce que j'essayais d'attirer l'attention. J'ai dit, on s'est jamais demandé, aucune étude à date, je crois, sur quel est le pourcentage d'adultes qui ont déjà vécu une relation amoureuse dans leur vie. Et Sylvain Lévesque de prétendre que c'était peut-être 50% des hommes. J'ai dit, Sylvain, je vais attirer ton attention sur les catégories d'hommes pour lesquels le sentiment amoureux est incompatible. Exemple, les alcooliques, les drogués, les jaloux, les possessifs, les batteurs de femmes, les hommes qui ont des QI très inférieurs, les pas intéressés et les irresponsables. Ils peuvent pas aimer, ils peuvent pas avoir une relation amoureuse. Ben non, si t'es irresponsable, comment tu peux... Là, non, c'est parce qu'il faut faire juste une différence. Un alcoolique, il préfère la bouteille. Un drogué préfère le joint. Un jaloux, ben écoute, un jaloux, c'était absolument En fait, vous voulez dire ceux qui sont capables de mettre l'amour au premier plan. C'est-à-dire qu'ils sont capables de ressentir un sentiment amoureux. Tu peux pas être alcoolique. Non, vous pensez... je veux vraiment comprendre, là. Ça m'intéresse. L'alcoolique, là... Non, écoute, ou le drogué. Il est beaucoup plus intéressé à boire, à se pacter, qu'à entretenir une relation amoureuse. Le drogué, il préfère de loin son joint, son pote ou ses amphétamines ou sa coke à une relation amoureuse. Ben oui. Le workaholic, tant que ça, celui qui est tout le temps au travail au lieu d'être à la maison. Alors, le workaholic, c'est incompatible avec une... Mais ça se peut-tu... Je l'avais oublié, celui-là. Juste pour fin de discussion, là. Oui. Ça se peut-tu, les deux? Ça se peut-tu avoir plein de bon, les responsables... Mais tu sais, encore là, là, on philosophe, là, mais c'est quoi le sentiment amoureux? Eux, ils peuvent peut-être aimer, mais ils sont pas capables d'avoir une relation équilibrée, là. Non, égalitaire. Tout au plus peuvent-ils avoir un certain nombre de relations sexuelles. Lorsqu'ils sont pas trop pactés, lorsqu'ils sont pas trop drogués, les jaloux morbides, les possessifs, c'est de loin les pires amants. Ils vont pourrir la relation. Non, alors, ça, c'est sûr, là. Ça, c'est sûr. Mais je me disais, à leur défense, pas à leur défense, mais je me disais, peut-être qu'eux, ils pensent aimer. C'est-à-dire, ils sont capables d'intérêt sexuel. Ils sont capables de copuler. Ben oui. Alors, les batteurs de femmes sont capables de s'accoupler. Mais je vois une différence, moi, entre s'accoupler puis aimer, entre désir sexuel et amour. Bon. Mais ils peuvent pas entretenir un sentiment amoureux est incompatible avec toute la liste que j'ai énumérée. Alors, si on enlève tous ces hommes-là comme étant des individus qui sont incapables de sentiments amoureux, il en reste quel pourcentage? C'est ma question. Elle est vicieuse, hein? Mais on n'est pas parti pour ça, mais je trouve ça tellement intéressant. Non, continuons. On aime ça improviser, de toute façon, là. Ben, je te parlais d'une intervention. Oui, mais c'est parce que ce qui m'intéresse, les deux gars, suite à ça, à un moment donné, ils se sont mis à graisser les nerfs. Ouais. T'sais, les deux, ça a été beau, la réaction spontanée de Sylvain et de Robert. Ouais. C'est vrai qu'on vient de m'enlever tout qu'un pourcentage. Mais même dans les pas drogués, pas alcoolos, ben déjà, juste de trouver des personnes totalement équilibrées, c'est pas facile, là, en partant. Bon, ça, je te préviens, c'est 19%. Les personnes qui ont aucun déséquilibre mental, aucun trouble mental, aucune maladie mentale, c'est 19%. C'est 1 adulte sur 5. Hommes et femmes. Mais il y a aimé puis il y a mal aimé. Là. La personne, c'est ça que je veux mettre sur table, là. La personne peut penser être en amour, mais elle n'est pas en amour, elle est dépendante à l'autre, elle est en carence, elle s'accroche à l'autre. Mais la personne, elle pense qu'elle est en amour, là. Alors là, je vais introduire tous les hommes dépendants. Des hommes qui... Non. Peu importe ce que vous croyez, la réalité, est-ce qu'elle se produit? Un dépendant, quelqu'un qui s'accroche à quelqu'un d'autre, est incapable d'un sentiment amoureux. Totalement.
et Raphaël de soulever le point ce matin, qui est impossible. Il parlait d'un vrai sentiment amoureux versus un faux sentiment amoureux. Ça n'existe pas, un faux sentiment amoureux. Il y a une game, puis il y a le sentiment. Ce qui existe, c'est un sentiment amoureux. Il est là ou il n'est pas là. Il ne peut pas être vrai et être faux. Un vrai Dieu et un faux Dieu, non. Et Dieu, il existe ou il n'existe pas, là. T'en as pas un vrai et un faux. T'as une claque ou t'as pas de claque, là. Oui. Puis en plus, pour rajouter à votre équation, pensez à ceux qui ont un vrai, okay, juste pour qu'on se comprenne, là, sentiment amoureux et qu'il n'y en a pas en retour. Ah bon? Ah oui, ça c'est une autre affaire. Non, mais c'est parce que ça commence à éliminer beaucoup de personnes en amour, là. Il en restera plus gros. Beaucoup de couples, effectivement. Alors, si on enlève tous ceux qui ont des problématiques incompatibles avec un sentiment amoureux, OK? Maintenant, on prend le groupe résiduel et là, on se demande dans quel pourcentage maintenant il va y avoir réciprocité du sentiment amoureux. Non, mais prends la madame qui est pas alcoolique. Elle l'aime, le monsieur. Elle a un sentiment amoureux. Mais le monsieur qui est alcoolique, vous dites qu'il peut pas être amoureux. Non. Fait que ça vient d'éliminer un couple de moins. Non, mais c'est pas drôle, là. Ouais. On n'est pas romantique ben matin, hein? Non, la réalité, c'est ce que je viens de mentionner. Alors, notre réalité, c'est ça. C'est qu'il y a un tout petit pourcentage d'adultes réciproquement amoureux. Ça me surprendrait qu'on dépasse 1 ou 2 sur 10. Peut-être. Sylvain, lui, est allé avancer 5 sur 10, 50%. Non, même, il y a des statistiques qui disent que même dans les couples là, qui vivent ensemble, c'est 2 sur 10 qui se disent heureux. Fait qu'on est dans vos statistiques, là. Ah, ça, vois-tu, je le savais pas. Oui. Okay. C'est 2 sur 10 qui se disent heureux. Ouais. Bon, fait que c'est pas beaucoup, là. Alors, amoureux, parce qu'on peut être bien avec quelqu'un. On peut être bien, avoir un bon compagnonnage avec quelqu'un sans être amoureux. Intérêt commun. Oh, ben oui. Ça peut être financier, ça peut être les enfants, ça peut être... Oui, le bon... Un compagnonnage, comme vous dites. Oui. L'attrait sexuel à ne pas confondre avec le sentiment amoureux. Le bon compagnonnage à ne pas confondre avec le sentiment amoureux. C'est quoi le sentiment amoureux? Comment vous le décrivez? Je sais pas, je connais pas ça. Vous avez jamais été amoureux? C'est le fun pour vos conjoints de brandir, en tout cas. Je connais pas ça. Moi, ce que je pressens du sentiment amoureux, c'est qu'il y aurait un petit élan de bienveillance envers quelqu'un. Bienveillance veut dire vouloir le bien. Ben là, je suis amoureuse de vous, Doc Mayou. Je veux votre bien. Une mère peut... Être amoureuse, mais c'est pas bon de faire ça, là. Oui, mais une mère, à l'occasion, peut vouloir le bien de son enfant. Mais c'est pas d'être amoureux, c'est d'avoir un sentiment maternel. Mais... Comme moi, c'est amical envers vous, hein. Encore que mon mari écoute un matin, là. Moi, c'est amical. Mais je veux de la bienveillance. Comme j'ai de la bienveillance pour Alex, pour Olivier. Alors, comme prérequis... C'est ça, il manque de quoi, là? Comme prérequis au sentiment amoureux, il y a nécessairement la bienveillance. Alors, c'est un sentiment qui est ressenti dans quelqu'un et qui relève nécessairement de la bienveillance, de la catégorie de vouloir le bien d'eux. Mais il manque un petit quelque chose, là. Ah ouais. Qu'est-ce qui fait que je suis amoureuse de mon conjoint, mais pas quelqu'un d'autre en qui j'ai de la bienveillance, là? Puis ensuite, il y a la bienveillance, il y a le lien, la qualité du lien qui est tissé. Ensuite, il y a la réciprocité. Parce qu'oublie pas que la réciprocité nourrit les deux premiers, la bienveillance et le lien de qualité. Le lien, si c'est réciproque, alors ça peut engendrer un plus fort ressenti à l'intérieur. Alors, c'est une émotion. C'est un sentiment, le sentiment amoureux. Sentiment amoureux, il y a le mot sentiment. Donc, ressenti à l'intérieur. Puis tu peux être totalement amoureux de ton conjoint et ne pas avoir de désir sexuel, mais en avoir un pour quelqu'un d'autre.
c'est pas impossible. Alors, il y a ce qu'on appelait, jadis naguère, l'amour platonique. Alors, c'est un sentiment amoureux véritable, mais sans intérêt sexuel. Et qui peut être réciproque. Il y a des personnes qui s'aiment beaucoup et qui n'ont pas de vie sexuelle active, puis il n'y a pas de problème. Ah oui. Il y a un auditeur qui disait que les femmes, c'est Guillaume qui a écrit ça, je pense, là, j'ai pas devant moi, mais qui disait que les femmes ont de la misère à séparer les deux. Puis, savez-vous quoi? Il a raison me concernant. Moi, j'ai de la misère à... Si je n'avais pas de désir sexuel envers un conjoint, il me manquerait une grosse partie, là. Je me questionnerais sur l'amour que j'ai pour lui si je n'avais pas de désir sexuel, parce que je me dirais, c'est plus un ami, là. Parce que dans ma tête, peut-être que c'est des idées préconçues, j'ai grandi avec ça, l'amour avec un grand A, t'as envie de sexualité, t'as envie d'être aux côtés de ton conjoint, de cheminer ensemble. C'est beaucoup de Walt Disney, vous allez me dire, là, mais en tout cas. Mais je me questionnerais, moi, sur ma relation. Puis d'ailleurs, vous-même, vous la posez souvent, cette question-là, quelqu'un qui appelle, puis qui vous dites, comment va votre vie sexuelle? Puis là, vous n'êtes pas surpris. Quand le couple va pas bien, vous n'êtes pas surpris. Tu sais, quand il n'y a pas de sexe, là. Fait que veux pas, il y en a un petit lien quand même, là. Oui. Ça peut pas être totalement séparé. Alors, la réciprocité du sentiment peut lui permettre de grandir. Deuxièmement, la qualité de la sexualité peut provoquer un sentiment amoureux plus grand, peut permettre au sentiment amoureux d'être plus intense. Alors, ce ne sont pas des canaux. Dans notre cerveau, tout ça est relié. On va partir du cerveau pour comprendre un peu les comportements humains. Dans notre cerveau, ce sont des zones, l'attrait sexuel et les émotions sont dans le lobe temporal, mais tout ça est interconnecté dans le cerveau. Alors, lorsque quelqu'un est équilibré, il n'y a pas trop de blocage, il n'a pas été trop maltraité, est avec quelqu'un de décent, ça peut permettre à des zones dans le cerveau de se rejoindre, de s'envoyer des signaux. Et ça peut être très agréable à ressentir. Moi, on m'a raconté, je connais pas ça, ce effort-là, mais on m'a raconté que ça peut être très agréable. Mais quand il y a compatibilité sexuelle, là, oui, ça peut aussi amener l'illusion de l'amour. C'est que... Attends un peu. Si le sexe est vraiment bon... Là. Attends un peu. Si le sexe est bon et dans un respect mutuel, qu'est-ce qui va arriver après un certain temps? C'est qu'il va y avoir un lien qui va se créer entre deux personnes. Et ce lien-là, sans nécessairement qu'on parle de sentiments amoureux, peut être très agréable. Et pour beaucoup de personnes, ça va être l'oméga de leur relation. Ça va être ça, leur relation, le maximum. Une belle sexualité, un bon lien respectueux, puis vague de la galère, on fait notre vie. Pourquoi pas? Parce que des gens qui n'ont pas de compatibilité au niveau de la personnalité et des valeurs, mais au lit, c'est incroyable. Oui. Et à l'inverse, il y en a qui ont des super bonnes compatibilités dans leur vie du quotidien, puis au lit, il n'y a rien pantoute qui se passe. Ouais. Tout ça existe. Et il y en a qui n'ont rien pantoute, puis qui sont ensemble quand même. Puis qui vont se donner des fleurs aujourd'hui. D'ailleurs. C'est correct. D'ailleurs. Vous avez le droit. Écoutez, aujourd'hui, c'est la fête de l'hypocrisie. Vous avez le droit d'être hypocrite. Ouais, je m'en vais dans votre sens, là. Moi, j'ai défendu beaucoup la Saint-Valentin, puis... si madame, ça lui fait plaisir, monsieur, c'est quoi de faire plaisir dans une journée, là? Moi, c'est juste ça mon point. Mais ce que je voulais dire dans l'hypocrisie, je ne nommerai bien sûr aucun nom, même sous la torture. Mais moi, là, quand le monde nous écrive leurs histoires en lien avec le sujet du jour, puis qu'ils écrivent sur Facebook, je vois leur visage, je vois leur nom. Et dernièrement, 2 femmes qui ont écrit, je me rappelle pas c'était quoi le sujet, mais pour dire que leur conjoint ne les allumait plus. OK? Et ces 2 femmes-là, aujourd'hui, ont publié des mots d'amour pour leur conjoint. Bonne Saint-Valentin, mon amour. Photo des 2. Je me suis dit, OK, on essaye peut-être d'y croire, de se réessayer encore. Écoutez. La fin peut justifier les moyens. Qu'il y ait une journée de l'hypocrisie,
pour référer à ces deux dames-là, qui vont leurrer le conjoint, et vice-versa, des hommes qui vont leurrer des femmes aujourd'hui. Écoutez, d'abord, c'est pas de mes affaires. Deuxièmement, ça fait du tort à qui? Ça fait du tort à qui d'être hypocrite aujourd'hui? Moi, je l'interprète plus comme... il tente le tout pour le tout, encore une fois. Tu sais, il y a deux fêtes de l'hypocrisie par année. On en a juste deux. Il y a Saint-Valentin et la fête des mères. OK? Fait qu'à la fête des mères, vous avez le droit d'être hypocrite, puis c'est bien correct. Ça vous regarde, puis lâchez-vous là. On va se concentrer sur la Saint-Valentin. Puis la Saint-Valentin, c'est pareil, mais c'est dans le même ordre. Tu sais, c'est une fête pour une majorité aujourd'hui. Il va y avoir des gestes hypocrites comme ça se peut pas. Tu sais, le gars qui a deux... Ben oui, il y en a plein. Tu sais, le gars qui a deux, il y a une légitime puis une partenaire. Et puis, il commande 2 bouquets de fleurs. Ben oui. Et puis, la partenaire sexuelle risque d'avoir un bouquet à 80 $ et la légitime va en avoir un à 40. Aïe, aïe, aïe. On va aller à la pause. Je ne voulais pas faire mon comique. Non, ça me paraît pareil, je sais pas pourquoi. On va aller à la pause, Doc Mayou. Mais au retour, j'aimerais ça qu'on revienne quand même mais ça suit tout ça, là. Moi, je trouve très intéressant la définition, puis le pourcentage. Ça fait mal, Méchante préparation ce matin. Hey, belle journée pour se remettre en question, la Saint-Valentin. En tout cas. Méchant dérapage en partant. Non, ça va dans notre suite logique de notre sujet. Oui. Puis je vais dire le thème, on va à la pause, puis on le placotera après, là. Avez-vous déjà perdu la tête par amour? Ouais. Jusqu'où avez-vous perdu la tête? Réservez votre circuit téléphonique. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. C'est tordu de faire ça en cette journée de Saint-Valentin. On aurait aimé ça entendre. Racontez-nous votre première rencontre. Croyez-vous au coup de foudre? Oui. C'est quoi l'amour? Bon, on l'a eu un petit peu, ça, c'est quoi l'amour en début d'émission, mais vision d'un psychiatre et non de Romain Arlequin. Et aujourd'hui, on va aller dans le tordu. Jusqu'où êtes-vous allé par amour? Et je vais commencer avec un courriel que j'ai reçu en privé. Allons-y. Par amour, j'ai été très loin, trop loin. Je me suis moi-même fait peur. Après réflexion, totalement incontrôlable, je suis devenue à penser minimum de 20 heures sur 24 à cet homme avec qui j'avais développé une fusion. Nous étions très similaires sur une multitude de points. La sexualité était extraordinaire et c'était une première pour moi, la satisfaction. Écoute... T'as tout dit. Tout est là. Attendez, jusqu'où qu'elle est allée, là. Oui. Sexualité, une première. La première fois qu'elle jouissait. Ça ressemble à ça. Alors, sexualité, une première. Mais, oui. Il a fait le choix de prendre du recul car c'était un homme qui était dans mon cercle familial et les gens commençaient à parler. Mm-hmm. Je ne l'ai pas accepté. Alors, j'ai volé ses clés pour me faire un double de la maison. Ce qui suit me noue encore l'estomac. La nuit, j'allais chez lui pour déverrouiller la porte et j'allais à sa chambre pour le regarder dormir. Je vous dirais l'avoir fait minimum 5 fois. Après, j'étais complètement paniquée de ne plus me contrôler. La dernière fois, j'ai pris les clés et je les ai jetées le plus loin possible dans le boisé sur cette même rue. Je ne voulais plus agir de cette façon puisque j'ai déjà poussé ma pensée plus loin. Le pire était que je ne consommais aucune substance, je n'avais donc aucune excuse. 6 ans plus tard, je suis toujours portée à l'espionner, mais je me retiens à 2 mains. Il est le seul homme à qui mon cerveau ne décroche plus. Je vous écris car je ne veux pas me faire reconnaître par honte. Merci pour le support moral et mental. Non, madame, n'ayez pas honte, là. C'est que, garde, José, on va se dire les vraies choses. Alors, évidemment, tu as vu ma réaction. Elle nous a dévoilé l'essence de cette force, de cette pulsion vers cet homme. Sexuellement, ça a été une première. Une femme
qui est multi-orgasmique et qui a une capacité éjaculatoire, lorsqu'elle connaît ça pour la première fois avec un homme qui est fin, elle peut être extrêmement perturbée. Surtout si elle est rendue à 40 ou 50 ans. Alors, elle a 30 ans. Elle a 30 ans. Ou même une jeune. Alors, madame, ne jamais sous-estimer la force de la pulsion sexuelle. Alors, possiblement, à 30 ans, possiblement que c'était une femme qui avait même jamais orgasmé. Alors, lorsqu'elle découvre, et si elle a une ardeur sexuelle, ça peut être, écoute, ça peut être extrêmement attachant au partenaire. Alors, il y a un lien très fort, je l'ai mentionné tout à l'heure. En fait, là, Doc, la question, ça devrait être, jusqu'où avez-vous perdu la tête par jouissance sexuelle? C'est pas par amour. Elle, c'est le sexe, si on comprend bien. Ben là. oui, il y a rien d'autre. Mais le sexe avec un bon partenaire, avec un homme qui est fin, avec un bon amant. Il n'y en a pas beaucoup de ça au Québec. Et ceux qui perdent la tête, là, c'est parce qu'il y a du bon sexe. Ça peut pas être juste parce qu'il est fin. J'ai jamais vu quelqu'un perdre la tête avec un homme bienveillant seulement. Mais en même temps, je m'excuse, j'ai même des statistiques, là. T'as un peu, là. Il y a eu des fraudes. On en a déjà parlé ensemble de ça. Des fraudes d'arnaques amoureuses. Il n'y a pas de sexe là-dedans, là. Et au Canada, il y a eu 721 victimes de fraude amoureuse en 2017. Oui. 18,1 millions de dollars leur ont été soutirés. Oui. Hey, là-dedans, c'est juste de 1 à 5 des cas qui sont signalés. Fait qu'il y en a pas mal plus que ça. J'ai été impliqué dans des dossiers où il y a eu des femmes se sont faites frauder. Mais il n'y a pas encore eu de sexe, là. Là, c'est juste l'illusion. Oui, c'était un étranger qui était un bon amant et il utilisait ses aptitudes sexuelles, ses qualités de mâle pour soutirer de l'argent à des victimes. Bon, ça, c'est votre histoire. Mais moi, celle que je parle, c'est des gens que c'est par Internet, avec un Africain, avec une fille du Burkina Faso. OK. Dans l'anticipation d'avoir... C'est ça. Oh oui. Josée, il y a une chose que l'auditrice, puis j'aimerais ça qu'elle nous éclaire. Chère auditrice, vous avez mentionné, vous avez écrit que vous aviez eu des pensées d'aller plus loin. J'aimerais ça que vous nous partagiez ces pensées-là, si c'est possible. Quelles pensées avez-vous eues? Vous mentionnez que vous avez fait 5 intrusions. OK? Lui, il dort dur en tabarnouche, en tout cas. Ça, c'était une autre affaire, là, en tout cas. Oui. Avant mon accident, je dormais dur comme ça. Ah oui? Oh, quelqu'un a rentré dans votre maison, puis... Je n'avais pas eu connaissance. Je dormais vraiment dur. Moi, une souris marche, puis je m'en rends compte. Là. Oui, mais... On a je ne dis pas qu'il y a des souris chez nous, là, alors, mais c'est un exemple. L'auditrice nous dit qu'elle a eu des pensées d'aller plus loin. J'aimerais ça qu'elle nous dise le plus loin qu'elle a pensé. Si c'est possible, si elle est d'accord, évidemment. On va aller à la pause là-dessus. Oui. Et au retour, on aimerait bien ça vous parler. Là. Jusqu'où êtes-vous... C'est sans jugement, c'est pour comprendre. Là. Oui. Jusqu'où êtes-vous allé? Le plus loin, là, où vous avez perdu la tête. Est-ce qu'on vous a déjà ruiné? Est-ce que vous avez déjà abandonné votre famille pour suivre quelqu'un qui vous a fait... Maintenant, dans le cas de l'auditrice, oui. On pourrait se demander comment se fait-il, OK, que ce n'est qu'avec ce partenaire-là qu'elle a commencé à vraiment jouir sexuellement. Alors, ça suppute des blocages. Blocage dit enfance. Enfance dit des personnes pas loin. Tu comprends? OK. On n'échappe jamais à l'introspection. C'est en se jasant qu'on va aller plus loin. C'est le temps de réserver votre circuit téléphonique. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. C'est très interpellant aujourd'hui, l'émission. Jusqu'à quel point l'amour ou le sexe, comme on l'a dit tantôt, vous a déjà fait perdre la tête. On va aller tout de suite au téléphone. On va parler avec Gilles. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Oui, bonjour. J'ai vendu une maison par amour. Oui.
C'est pour qu'on puisse vivre ensemble. Je devais vendre ma maison, donc je mets la maison à vente. Oui. Puis juste après que la transaction soit réalisée, il change d'idée. Oui. Donc je me retrouve pas. C'est une maison, c'était un milieu de vie extrêmement important pour moi. Donc il fallait vraiment. Elle est la seule personne que j'ai connue dans ma vie pour qui j'aurais fait ça. Puis là, ça a été difficile. Il a fallu que je me revire de bord, là. Puis la transition a été difficile avant que je me réinstalle dans un milieu de vie là, satisfaisant. Gilles, qu'est-ce qu'elle avait, cette femme-là, de différent? Je vais finir justement, c'est ça, je m'en venais là. Puis, mais je lui en veux pas. Je m'en veux à moi, dans le fond, parce que c'est quelque chose qu'elle m'avait déjà fait. Genre de glisser entre les doigts comme ça, là. Mais elle me fait du bien, cette fille-là. J'ai des besoins dans le sens de carence, puis elle comble ces besoins-là. Comme? Parlez-nous-en de vos carences. Je veux pas aller trop dans le détail, puis j'ai pas le temps d'aller beaucoup dans le détail, mais je veux pas... On va se quitter là-dessus. Bon, merci beaucoup de nous avoir parlé, Gilles. Merci. Au revoir. Si on peut pas aller plus loin, là, ça donne pas grand-chose, là. Non. C'est ça le but de l'émission, d'aller plus loin. On est titillé, puis... Ben oui. Non. non. Puis vous n'êtes pas obligé de parler de vos histoires personnelles. Maintenant, ce qui est intéressant et bénéfique aux auditeurs, c'est précisément ce dont il ne veut pas nous parler. C'est comment se fait-il que quelqu'un, ça nous dit quoi de lui qu'il vende une maison qu'il aime beaucoup, qui est un milieu de vie, pour vivre avec une femme? Ben là, il lui en veut pas, il s'en veut à lui. Alors là, la prochaine étape, c'est comment se fait-il que Gilles se soit permis de se nier, de se renier à ce point pour une femme. Alors, est-ce que c'est la femme qui est si extraordinaire ou si c'est lui qui est beaucoup plus tapis, mollasson, qu'il ne le croyait? S'il est mollasson, est-ce que ça fait partie de sa personnalité ou si on l'a écrasé lorsqu'il était petit? Doc Mailloux, on a des nouvelles de notre auditrice de tantôt. Oui. Parce que dans le courriel qu'elle nous a écrit, il y a quelque chose qui vous a interpellé et avec raison. Là. Oui. Quand je vais essayer de le retrouver exactement. La nuit, elle les a jetées, ses clés, paniquée, là, de ne plus se contrôler. Et tout ça parce qu'elle avait peur d'aller plus loin. Elle s'est fait peur. Et là, vous avez demandé... Qu'est-ce que vous auriez fait? C'était quoi votre pensée? Oui. Vos pensées, oui. Pour répondre à votre question, Doc, la nuit où j'ai jeté les clés dans le boisé, la pensée de voler l'arme de chasse de mon oncle et de le passer dans son sommeil était bien présente dans mon esprit. Il ne voulait plus continuer avec moi et pour moi, c'était vital de le voir. Et pour votre information, les auditeurs, pendant la pause, c'était ça que Doc faisait référence qu'il avait pensé. Je craignais d'avoir surutilisé mon imagination et mon intuition. Bateau. Je voulais simplement... Merci, chère auditrice, de votre franchise. Ouf! Ah, ça va loin, là. Et je peux te confirmer... C'est pas de l'amour, là. ...qu'il y a beaucoup d'hommes qui, lors d'une séparation, ont eu les idées que l'auditrice nous relate. J'ai dû intervenir à plusieurs reprises auprès d'hommes qui avaient le 12 chargé dans le coffre de l'auto et qui rôdaient, qui se promenaient autour du quartier. Mais pour moi, c'est difficile à comprendre que tu fais ça par amour. Mais non, c'est bon. Ça marche pas, là. Ben non. Si tu l'aimes, tu sais, dans quelqu'un d'équilibré et sain, là, s'il aime vraiment la personne, il va dire... Ça n'a pas marché avec moi, mais je te souhaite d'être heureuse. Bon. Il me semble, ça se dit, ça? Quel était mon prérequis? Mon premier prérequis, tout à l'heure, dans l'énumération sur le sentiment amoureux, c'était une attitude bienveillante. Quand tu as envie de tuer l'autre, sacrément, t'es pas bienveillant. T'es homicidaire. J'ai mentionné comme individu incapable d'un sentiment amoureux les jaloux et les possessifs. Parce que les possessifs, et les jaloux, lorsque la personne convoitée s'éloigne, ils ont envie de les tuer. J'invente rien. Écoute, je l'ai tellement entendu. C'est quoi? C'est pas d'aimer l'autre, c'est de pas s'aimer assez?
Non, c'est instinctif. Non, on a ça chez les animaux. Un étalon qui a sa horde, qui a son harem de femelles, là, lorsqu'il y en a une qui veut s'éloigner, il lui donne toute qu'une dégelée. Il la mord, il peut même la massacrer. Alors, c'est animal, ça, là. Il y a un auditeur qui n'a pas aimé ça pantoute, là. Votre énumération des hommes qui ne peuvent aimer. Il dit, le doc ne connaît pas ce qu'est un sentiment amoureux, mais il se permet de dire que toutes sortes de catégories d'hommes peuvent avoir de sentiments amoureux. Non, là, à matin, il est dans le champ et surtout pas apte à juger si j'aime mon amoureuse, malgré que je fasse partie de quelques-unes des catégories. Pas une, quelques-unes. Oui, continuons, c'est bon. Non, il a fini, c'est assez. Ouf, quelques-unes. Alcool, drogue, jaloux, admettons. Gambling, jalousie. Mettons ça. Écoute, non. Chacune prise indépendamment est incompatible avec le sentiment amoureux. Encore beaucoup moins si on en combine 3 ou 4, là. Ça devient une joke. Pauvre, mais je peux comprendre que c'est confrontant, là. Oui. Parce que premièrement, moi, c'est la première fois que j'entends ça, là. Fait qu'il faut le digérer, ce que vous venez de dire aussi, que les gens qui prennent beaucoup d'alcool, qui prennent beaucoup de drogue, qui sont jaloux, ne peuvent pas aimer. Non. Avouez que c'est... Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Puis les batteurs de femmes. Écoute, un batteur de femmes... Mais là, si on le comprend, c'est assez clair. Ben oui. C'est assez clair. La madame qui dit « Oh, mais il m'aime. » Ben oui. Mais la personne qui prend beaucoup d'alcool, qui prend beaucoup de drogue, on peut pas penser, si on n'a pas votre expérience, admettons, ou un recul, on peut croire que la personne, elle peut aimer quand même. Mais vous dites que non. C'est sûr que si Steve, qui vient de nous écrire, il prend sa caisse de 6 chaque soir, puis qu'il pense qu'il est amoureux de sa conjointe, il est confronté à une remise en question. C'est pas simple, là. Mais réexpliquez-le pourquoi qu'il pourrait pas aimer. Parce qu'il préfère sa caisse de 6 ou de 12 à la conjointe. Il préfère ses 2 gros battes à la conjointe. Alors, c'est une question de préférence. Si la conjointe, ça, je sais que vous êtes contre, là, mais si la conjointe veut tester s'il l'aime vraiment, elle peut-tu lui dire OK, plus de boisson ou plus de drogue? Ben oui. Elle peut-tu faire ça? Puis si le gars, il dit non, tu vas me prendre comme je suis, moi j'aime ça, prendre mon petit vin ou prendre ma petite drogue, là, la conjointe peut se dire tu m'aimes pas. La question, c'est y a-t-il une seule femme qui n'a pas servi à son conjoint alcoolique cette phrase-là? Je pense qu'il n'y en a pas une. Ils l'ont toutes faite. Par amour, pour moi, arrête. Mais ça marche pas pantoute. Ben, pas du tout. Mais c'est un signe qu'il n'y a pas d'amour. Pas du tout. Par contre, lorsqu'elle fait ses bagages puis qu'elle quitte, oups, là, c'est moins drôle. Lorsqu'il la perd, lorsqu'elle quitte, ça... Il est trop tard. Ouais. Mais dans le cas des jaloux ou des possessifs, qu'elle quitte, qu'elle lui dise par amour, cesse ces comportements-là, des interrogatoires après party de 2 heures, 3 heures, c'est pas rare, là, chez les jaloux. Puis l'accuser de toutes sortes d'affaires à tous les 2-3 jours. Il en reste plus beaucoup, comme vous dites, hein? Ouf. En pourcentage, là, des couples vraiment amoureux. Ouais. C'est-à-dire des hommes qui n'ont rien, qui n'ont aucun vice, incompatible avec leur ressenti amoureux. Du côté des femmes, ça doit être la même chose. Une femme droguée, alcoolique, jalouse, possessive. Ben oui. Oui, ce qui vaut pour Pitou vaut pour Minou ici, là. Alors, mon Minou, on s'en va à la pause. Au retour, on aimerait vous parler. Jusqu'où êtes-vous allé par amour? Jusqu'où avez-vous perdu la tête? On aimerait comprendre en même temps que vous. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, je reviens là-dessus, c'est très, très, très interpellant votre début quand vous avez expliqué les hommes qui ne peuvent pas aimer selon vous. Et juste pour les rappeler rapidement, les drogués,
les alcooliques, les jaloux, les workaholiques, les quoi d'autre? Les possessifs, les batteurs de femmes, et des hommes qui ont des quotients intellectuels très inférieurs, les gamblers, les irresponsables, les dépendants. Ce matin, ce soir, mesdames, si vous arrivez chez vous puis que votre conjoint que vous reconnaissez dans cette énumération vous offre des fleurs avec une belle carte « Je t'aime », faut pas le croire, c'est ça? Puis qui rentre avec la gerbe de fleurs et puis le 6-pack en dessous de son bras. C'est quelque chose, là, sérieusement. Comme je l'ai dit tantôt, il faut le digérer, là, parce qu'il y en a plusieurs qui passeront pas à belle soirée qui pensaient. Oui, mais écoute, on a le droit d'être hypocrite dans certaines circonstances, si ça n'a pas d'effet délétère ou négatif. Et si ça vous fait du bien de croire, de vous faire une soirée de contact avec votre imaginaire, il n'y a pas de problème. Tu sais. Vous avez beau faire ce que vous voulez. Ben oui. On a Carl qui a écrit, il dit « Heureusement, je suis sobre, mais je suis un alcoolique. J'ai décidé de rester seul justement parce que je ne voulais pas faire subir mon alcoolisme à une conjointe. » Mais s'il est sobre, lui, il est correct, là? Oui. Bon, on n'a pas de problème. Non. C'est quand il en prenait qu'il y avait un problème. Maintenant qu'il est sobre, je comprends pas. Il peut construire une relation. Là. Oui, s'il est sobre depuis quelques années, eh bien oui, il peut être un conjoint amoureux, ben oui. C'est l'alcoolisme actif. C'est pas l'alcoolisme il y a 10 ans, là. Hey, on a un message d'un auditeur. Il dit « Aujourd'hui, on parle de l'amour. J'ai 39 ans et j'ai tellement hâte de vivre ça une fois dans ma vie. » Il n'a pas encore vécu ça. Ouais. C'est quand même 39 ans. Oui. Et peut-être un petit avis, là, dans la catégorie des hommes, on va en rajouter une qui n'est pas drôle, qui est très contemporaine. Alors, tous les hommes dont la mère est amoureuse d'eux ne sont pas accessibles à une relation amoureuse avec une femme. Et vice-versa, toutes les femmes dont le père est amoureux ne sont pas accessibles à un sentiment amoureux avec un partenaire. Ou les pères amoureux de leur fille aussi. Oui. C'est ça, dans les... C'est que leur propre mère est amoureuse d'eux ou si eux sont amoureux de leur fille? Ceux qui ont subi l'inceste psychologique ou ceux qui le font subir? C'est-à-dire, chez les adultes actuellement, chez les hommes, dans les catégories d'hommes qui ne sont pas accessibles aux sentiments amoureux, il y a des jeunes hommes adultes, des hommes d'âge moyen, dont la mère est toujours amoureuse d'eux. Je me suis fait raconter de quoi hier? Oui. Qu'est-ce que tu t'es fait raconter? Je me suis fait raconter par quelqu'un, par une femme, qu'elle est en relation avec un homme, puis lui, il n'en avait que pour ses filles. Oui. Puis je pensais tellement à vous, bec sur la bouche, tu sais, tout ça, là. Puis elle disait, on n'a jamais comme pu connecter. Lui, c'était ses filles, puis après ça, c'était moi. Ben oui. Tu sais, fait que c'est pour ça que je disais, si lui, cet homme-là, sa mère est amoureuse de lui, il n'est pas apte à avoir une relation amoureuse. Mais lui, comme père, que ce sentiment-là envers ses propres filles, il n'est pas plus apte à avoir une relation amoureuse. Tout à fait d'accord. Alors, les pères nouvelle vague qui sont amoureux de leur fille ne sont pas accessibles à un sentiment amoureux avec une femme adulte. On va aller à Trois-Rivières, on va parler avec Julie. Bonjour. C'est moi? Oui. Bonjour. En fait, moi, j'appelle parce que en début d'émission, le Doc Mayou il a énuméré les catégories d'hommes et de femmes. Oui. Puis moi puis mon conjoint, on pourrait amplement se donner plein de catégories par rapport à ça, là. Toxicomanie, alcoolisme et jalousie. Puis je voulais parler un peu de mon expérience de couple par rapport à ça, au sens où est-ce qu'on pourrait pas, vous parlez jusqu'où on est allé par amour, là, est-ce qu'on pourrait pas, par amour, aller jusqu'à peut-être essayer de changer par bienveillance pour le conjoint? Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Parce que moi, c'est un peu ça qui m'est arrivé. En fait, vous parliez tantôt, la crise de demander arrête pour moi. Mais est-ce qu'on pourrait dire arrête pour toi parce que je sais que tu détruis puis je t'aime? Vous comprenez ce que je veux dire par là? Très bien. Est-ce que ça correspond à votre expérience personnelle? Oui, en fait, c'est ça. Moi, je sais, là, pour de vrai, tu sais, par rapport à mon enfance, je parlais tout le temps d'enfance, oui, on peut dire que je
je suis insécure, maladive, dépendante affective, OK? Oui. Ça, je le sais, là, mon conjoint le sait, puis j'en parle ouvertement, puis j'essaie de m'améliorer, si on peut dire. Je sais les comportements, là, quand j'ai fait les comportements, je le sais, mais c'est tellement puissant au fond de moi que ça m'envahit. Puis je le nomme, je dis là, je suis en train de perdre la tête. Là, c'est plus réel ce que je pense, mais je le ressens. Oui. Puis on en parle. Oui. Et au niveau, ce que je veux dire? Oui, au niveau de la drogue, ça dit quoi, là? Lequel des deux ou les deux? Êtes-vous encore dans la drogue? Il prend de la drogue, je te dirais qu'il fume son petit joint en croisière, là, si on peut dire, là. Puis moi, je suis alcoolique. C'est quoi en croisière? Je connais pas ça, cette expression-là. En croisière, ça veut dire qu'il fume le soir quand il a tout fait ses choses. Là. OK. C'est quand tout est fait, quand on a soupé, quand on a parlé, lui, il fume son petit joint, puis il fait ses trucs, puis on est quand même indépendants, puis moi, je bois mes petites bières, puis je fais mes trucs à moi, là, on a des intérêts. Oui, combien de petites bières vous prenez le soir? J'essaie de me trouver d'autres occupations pour contrôler, mais aussitôt que je tombe un peu dans l'anxiété parce que j'ai le trouble de la personnalité limite, là, aussitôt que je commence à être plus anxieuse, puis tout, là, ça peut aller jusqu'à 8, 9, 10. Là. Le soir? Je m'assieds puis je bois, là. Ouais. C'est ça, je sais, là, tu sais, je veux dire, c'est un problème, j'essaie de m'en sortir, mais parce que c'est pas facile quand ça t'envahit, là, tu sais. Oui, c'est pour ça que je vous dis, Julie, c'est que vous avez le droit de faire ce que vous voulez, et souvent, il y a des personnes qui ont des problèmes que j'ai énumérés, qui vont vivre ensemble. C'est ça. Qui vont vivre ensemble. Il y a un certain respect et chacun continue dans son abus, dans sa dépendance, dans son abus. Et il y a un certain équilibre qui s'établit. Un genre de partenariat, mais sans véritable amour. Bon, j'ai écouté. C'était ça mon point, justement, par rapport à ça. Tu sais, vous parliez de bienveillance, là. Oui. Quand tu essaies de t'en sortir pour toi-même, pour être un meilleur partenaire pour l'autre, puis vice-versa, puis que les deux sachent un peu on va dire, souffrance, ça, c'est peut-être c'est pas un gros mot que ça. Dans le fond, là, la souffrance que l'autre endure, mais quand que les deux personnes sont capables de compatir et qui ont une sorte de bienveillance, j'imagine qu'il peut finir par se développer une sorte de lien qui peut s'apparenter à l'amour. Là. Ah, c'est pas mauvais. C'est de la bienveillance. On est déjà sur une meilleure voie. C'est mieux que de se crier après, de se dénigrer et de se démolir mutuellement, n'est-ce pas? Non, c'est ça, il n'y en a pas de ça. Bon. Ce que je te dis, c'est quand on dit qu'il y a comme un certain respect mutuel. Tu sais, notre couple, on est mariés, ça fait longtemps, puis je te dirais que tu disais il n'y a pas grand couple d'heureux, mais je veux dire, j'ai des problèmes psychologiques qui m'appartiennent, mais dans mon couple, je peux dire que je suis heureuse en tant qu'individu unique, mettons. Là. Oui, moi-même, là. Oui, parce que vous concédez à votre conjoint ses vices. Alors lui, ça, il prend son petit joint, puis ses petits cossins. Mais avez-vous des enfants? Non. OK. Bon. À ce moment-là, parce que s'il y avait des enfants, qu'est-ce que vous feriez avec 2 enfants dans la maison? On le sait qu'on n'est pas prêts encore. C'est ça l'affaire. Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous, Julie? Quel âge avez-vous? J'ai 33 ans. 33? OK. Ouais. Alors, tant qu'il y a des problèmes de toxicomanie, d'alcoolisme et de jalousie, on continue la contraception? N'est-ce pas? Oui, c'est ça, parce que les deux, on se trouve pas encore assez, mettons, équilibrés, si on peut dire, pour se permettre ça. Là. Ça vous honore. Ben oui. Ça vous honore. Comportement digne. Mais c'est que, tu sais, c'est ça qui arrive, là, mais en tout cas, sérieusement, je ne veux pas prendre votre antenne trop longtemps pour rien, là, mais ce que je voulais dire, c'est que malgré les troubles de personnalité ou tu sais comment qu'on appelle ça, les déséquilibres mentaux qu'on peut avoir, là. Oui. Tu sais, mettons la première étape, si tu te l'avoues puis tu le sais, là, tu sais, moi quand je pars dans mes délais de jalousie, là, écoute bien, là, mon conjoint, là, c'est une très bonne personne avec des bonnes valeurs, malgré que tu sais, il fait lui aussi, il est stressé à sa façon, peu importe, là. Oui. Mais c'est un homme très gentil, très doux, très compréhensif, la sexualité est bonne, puis quand je pars dans mes délais, là, j'ai aucune raison, là. Il n'y a aucune espèce de raison pourquoi que je suis jalouse, à part mes blessures que j'ai pu avoir par avant, peu importe ce que j'ai vécu. C'est bon, mais on lâche pas. Ce que je veux dire? Oui, on lâche pas. Merci, Julie. Merci on lâche pas parce qu'il y a encore du cheminement à faire, il y a encore du progrès dans l'air. Merci d'avoir appelé, Julie. Oui, merci. Oui, c'est bon. Oui. C'est bon. Puis, tu vois, il y a des personnes qui vivent ensemble. C'est pas par sentiment amoureux, c'est qu'ils se respectent. Ils ont même un peu de bienveillance l'un envers l'autre. Ils s'acceptent mutuellement dans leurs faiblesses. Puis... Le problème, d'après moi, savez-vous ce qui va arriver? Non. S'il y en a un des deux qui arrête de consommer.
Là, l'autre, ça va être plus tough pour lui. C'est souvent le cas. On va aller à la pause. Et au retour, entre autres, nous avons Valérie qui a tout abandonné pour l'amour. Famille, amis. On a également Isabelle, Stéphane. Vous pouvez aussi réserver votre circuit téléphonique. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission... On va fermer le micro, parfait. On se parle pendant les pauses. Puis là, il faut rester concentré quand on revient en onde. J'insiste, là. Moi, c'est la première fois que j'entends ça, Doc Mayou. J'ai l'impression que ça va faire réagir vos propos d'aujourd'hui. En cette journée de la Saint-Valentin, mesdames, si vous avez un conjoint alcoolique, drogué, jaloux, possessif, violent, workaholique, vous pouvez pas nécessairement dire qu'il vous aime. Ce n'est pas compatible avec l'amour, selon Doc Mayou. Incompatible avec un sentiment amoureux à l'intérieur de cet individu-là. Ben non. On ne peut pas être jaloux. Un homme ne peut pas être jaloux puis ressentir un sentiment amoureux. Ben non, c'est impossible. C'est incompatible. Un homme ne peut pas préférer boire puis avoir un sentiment amoureux. J'ai bien dit préférer. Préférer boire. Ben non. Il ne peut pas préférer la drogue à la partenaire puis prétendre après qu'il ressent un sentiment amoureux véritable. Et un ne peut pas aller avec l'autre. Non, incompatible. Comme l'eau n'est pas compatible avec le feu. C'est comme ça. Un athlète qui est focusé juste là-dessus, là, l'entraînement. Et bon, il y a toutes sortes d'attitudes, effectivement. Ça non plus? Un workaholic, un surinvestissement dans un domaine peut être incompatible avec le ressenti d'un sentiment amoureux envers quelqu'un. Ben oui. J'ai bien dit un surinvestissement. Alors, certains athlètes se dédient tellement à la compétition qu'il n'y a pas de place à l'intérieur d'eux. Pas dans le temps, à l'intérieur d'eux. On va parler avec Valérie. Bonjour, bienvenue dans l'émission, Valérie. Allô? Oui, bonjour Valérie. Bonjour, je suis contente de vous parler. J'étais un peu nerveuse. Allez-y. Dans le fond, moi, j'ai été avec un homme pendant environ 2 ans. Oui. Puis, ça s'est fait vraiment très vite. Déjà, la première journée que je l'ai rencontré, il m'a présenté son meilleur ami, sa mère. 4 jours plus tard, il habitait avec moi. Il est venu, je veux dire, il venait dormir chez moi très souvent, puis finalement, il était comme déjà en relation avec une femme qui me disait qu'il était plus en relation avec elle, puis qu'il dormait sur le divan. Donc, après ça, il a déménagé chez son ami, puis finalement, je l'ai comme invité à venir habiter chez moi, ce que j'aurais pas dû faire. Donc, il est venu habiter chez moi, puis il n'y avait pas d'emploi à ce moment-là. Il me disait qu'il y en avait un qui, en tout cas, bref, il me disait qu'il faisait de l'argent, puis qu'il n'y avait pas de problème, et que ça allait juste pas bien, sa business ces temps-ci. Fait que j'ai comme voulu l'aider, puis je l'ai fait vivre pendant des mois. J'ai payé la nourriture, ses cigarettes. Après ça, je l'ai aidé à se trouver un emploi. Il s'en est trouvé à peu près 3-4. J'allais le porter tous les matins à son emploi parce qu'il n'y avait pas de voiture. Bref, je jouais à la mer avec lui, là, vraiment. Puis jusqu'au jour où j'ai comme appris qu'il m'avait comme un peu, si on veut, là, qu'il avait été joué ailleurs. Puis là, j'avais réussi comme à tout lâcher ça. Puis après, comment vous avez appris qu'il était allé batifoler ailleurs? C'était une de mes amies, dans le fond, qui me l'a dit. Qui m'a texté. Ben oui, ça n'en prend des amis comme ça. Autrement, on se fait jouer dans le dos. Alors oui, elle vous a texté quoi, là? Mais je voulais pas non, mais c'est intéressant. Oui, votre amie vous envoie un texte qui disait quoi? Elle m'a juste dit, dans le fond, elle était censée faire quelque chose avec lui puis une autre de ses amies. Puis ça se trouve que le gars en question, ça se trouvait être mon chum à ce moment-là. Fait qu'elle était censée faire comme une activité à 4, puis elle s'est rendue compte que le gars qui était le chum de son ami à elle, c'était mon chum. Quel genre d'activité à 4? Aller faire du ski? Non, jouer, je sais pas trop, là, un souper là, avec les enfants, parce que lui, il avait un enfant, puis elle avait des enfants, là. Ah, c'était le souper avec les enfants? Ben ouais, puis il s'en occupait tellement.
Non, vraiment pas. Mais en quoi ça vous dérangeait qu'il ait un souper à 4 avec les enfants des non, deux c'est couples? que par la suite, j'ai appris qu'il avait fait un trip à 3 avec une autre fille, puis cette fille-là. Ah, ben là, faut pas mêler les choux et les carottes, chère Valérie. Alors, un trip à 3, oui. Là, ça devient intéressant. Ouais. Un trip à 3 avec 2 femmes. Oui, dont une était déficiente. C'est déjà plus... Oh! Une déficiente intellectuelle connue? Je sais pas si elle est connue, mais selon mon ami, elle était connue. Bon, c'est jeu dur, Valérie. Quel âge avez-vous? Quel âge aviez-vous lorsque ça a débuté? J'ai 26 ans. Oui, vous étiez toute jeune. J'avais 2 ans de moins. Oui, maintenant, vous aviez à 24 ans. Ouais. Oui, comment se fait-il que vous vous êtes investi dans une situation telle que vous l'avez décrite? Comment vous expliquez ça? Mais ça s'est passé en dedans de 3 mois, tout ça. Oui. Alors, comment vous vous êtes... comment expliquer que vous vous êtes investi là-dedans, là? J'ai aucune idée. J'ai ma petite idée, là, mais... Ben, allez-y, c'est ça qu'on veut connaître. Je suis curieux. Je sais pas. Je sais juste que dans le fond, il est revenu vers moi, puis dans le fond, lui, il m'a manipulé, puis il m'a dit que dans le fond, on sortait pas ensemble, puis que on était juste comme qu'on se fréquentait, puis qu'on sortait pas ensemble, fait qu'il avait le droit d'aller voir ailleurs, puis il a joué sur les mots, fait Valérie, que c'était correct. C'était pas ma question. Comment se fait-il, Valérie, que vous êtes faite embarquer là-dedans? Vous n'êtes pas déficiente, vous, là? Non. Bon. Alors, comment se fait-il que vous vous êtes fait manipuler? Comment vous expliquez ça? C'est important, là. Je pense qu'on m'a manipulé dès mon très jeune âge. Racontez. Je sais pas pourquoi, mais à toutes les fois que j'écoute votre émission, je suis capable de dire, moi, que c'est facile pour moi, mais on dirait que quand je vous parle à vous, c'est pas facile. Oh oui. Mais parce que j'ai l'impression qu'elle écoute présentement, puis ça me gêne. Non, Valérie, on respecte ça. Mais non, mais je veux y aller. Écoute. Je veux y aller. OK. Allez-y. OK. J'ai l'impression que, dans le fond, ma mère, elle m'a abandonnée quand j'avais à peu près 3 mois. Elle est partie sur une go, puis elle est partie pendant 3 mois, je veux dire, quand j'avais quelques semaines, puis elle m'a laissé à ma grand-mère, puis après ça, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais elle est revenue, puis dans le fond, ma mère a trompé souvent mon père, puis elle revenait, puis repartait. Quand elle est partie, Valérie, votre père était dans le décor, mais était parti avec un autre, tout ça? Ou? Oui, mais ma mère, elle partait souvent comme ça. J'ai aucune idée pourquoi, mais elle partait souvent comme ça. Puis elle revenait, puis mon père la reprenait toujours. Mais mon père, j'ai découvert en vous écoutant qu'il était un tapis à ce moment-là. Puis que mon père était un tapis et que ma mère était une mère matriarcale et très, très, très jalouse, écrasante, qui était très, très... mais tu sais, comme exemple, là, moi, elle me coupait les cheveux très, très courts à moi quand que j'étais jeune, jusqu'en haut des épaules. Puis à ma sœur, elle les mettait dans le dos. Mais à moi, elle les mettait super courts, puis je demandais tout le temps pourquoi, puis elle me donnait pas de raison. Puis moi, j'étais la petite fille à papa, puis moi, j'étais tout le temps collée sur papa, puis elle me demandait tout le temps, t'es la petite fille à qui? Puis je disais papa, puis la fois que j'ai dit papa, ben ça a été comme fini. Je me souviens qu'après ça, elle était vraiment méchante avec moi, puis elle faisait tout pour me rabaisser, puis même quand j'étais plus adolescente, elle me disait que j'étais grosse, même si j'étais pas grosse. Elle me disait tout le temps, voyons, t'es bonne à rien, tu feras jamais rien dans la vie, t'es juste une petite crise de princesse, t'as tout cru dans le bec, ou puis à la puberté, quand mes seins commençaient à pousser, ben là, elle voulait me crisser en dehors de la maison, fait qu'elle a mis mes choses dans un sac à poubelle, puis elle a mis en dehors de la maison. Puis sinon, sinon, tu as tout le temps fait ça. Puis elle essayait de m'acheter quand il y a eu le divorce. Elle essayait de m'acheter pour que j'habite avec mon père. Mais moi, j'ai tout le temps voulu habiter avec mon père. Et pourquoi ne voulait-elle pas que vous habitiez avec votre père? Parce qu'elle avait les 2 autres enfants de son bord. Elle a tout le temps eu les 2 autres enfants de son bord, mais elle n'a jamais réussi à m'avoir. Est-ce qu'il est possible que la raison pour laquelle elle voulait vous avoir était une considération financière?
Oui, mais ça, je le sais que oui. Oui, parce que je sais que elle perdait, avec ma soeur, elle perdait les allocations. Elle perdait les allocations familiales. Oui, je le sais. Je le sais, puis elle me le disait, même quand j'étais plus vieille, elle me disait, si tu viens, je vais t'en donner, là, je vais te le donner, il va être à toi le chèque. Elle me disait ça. Là. Une vraie championne, hein? On voudrait toute une mère de même. Ouais. Même quand j'avais 14 ans, elle me disait qu'elle allait m'acheter un scooter, tous les trucs de même, là. Puis, alors, on peut comprendre facilement. Là, vous nous faites comprendre facilement qu'à 24 ans, vous étiez vulnérable à un beau parleur, un manipulateur, pour ne pas dire un crosseur. Mais là, à 26, qu'est-ce qui se passe de bon dans votre vie? Je suis autant de la merde. Comment? J'ai dit, je suis pas très polie, mais j'ai dit c'est autant de la merde. Ah oui? Qu'est-ce que vous faites de bon? Racontez-nous votre merde. À l'heure actuelle, qu'est-ce que vous faites de bon? J'ai gentil d'écouter. Ben, écoutez, vous êtes sympathique. Vous vous exprimez bien. Vous êtes très cohérent. Candide aussi. Oui, candide. Vous avez une belle voix. Puis, pour que votre mère vous haïsse à ce point-là, je vous soupçonnerais d'être très jolie. Mais je pense pas que je sois très jolie, mais je sais que mon père, j'ai tout le temps été la préférée de mon père et de ma grand-mère. Mais je crois que j'ai toujours été la préférée de mon père et de ma grand-mère parce que ma mère me détestait. Non, donc, mon père et ma grand-mère m'a donné plus d'amour. Vous avez des qualités inhérentes. Vous êtes aimable. Ça se sent dans votre voix. Non, votre grand-mère vous préférait à d'autres enfants parce que vous étiez simplement aimable. Il y a du monde comme ça et ça se sent. Vous êtes né aimable alors que d'autres naissent détestables. Mais j'ai une question pour vous, Valérie, parce que dans ce que vous avez dit tantôt, ça paraît justement que vous écoutez l'émission depuis un bout. Tu sais, vous êtes capable de regarder vos parents comme ils sont, c'est ce qui est déjà une étape incroyable. Mais pourquoi vous dites que malgré ça, là, c'est encore de la merde? Parce que, genre, même si je vous écoute beaucoup, j'ai une question là, qui me trotte toujours en tête, puis je suis toujours en perpétuelle introspection sur moi-même de ma vie, puis ça me cause des migraines intenses. Là. J'ai toujours des migraines, là, puis ça, c'est ce qui me fait en sorte que je suis pas capable d'avancer dans la vie parce que ça m'empêche de vivre. Là. Que juste la lumière trop forte, ça me donne des migraines. Quelle est la question qui déclenche des migraines? J'ai du stress, j'ai de l'angoisse, j'ai pas de confiance en moi, j'ai pas de ressources, j'ai zéro motivation. Moi, je me demande si je suis une personne faiblarde ou si je me demande si je suis une personne qui a une motivation, si c'est-tu inné ou acquis, d'avoir de la motivation dans quelque chose. J'aimerais ça. Quand j'étais petite, j'avais plein de rêves, mais plus que j'ai vieilli, puis je me dis que c'est comme si tout ce que je voulais faire dans la vie, c'était impossible. C'est comme si tout était une montagne. Quelle est votre relation? Vous avez mentionné tout à l'heure que votre père était un tapis. J'ai bien entendu? Ouais. Ben, que dans ce temps-là, oui. Là, aujourd'hui, je pense que c'est plus le cas. Là. Valérie, êtes-vous bien certaine? Ben, aujourd'hui, il est avec une autre femme. Là. Je crois qu'il y a un tapis d'une autre façon. Là, mais mais un bon tapis, gentil. Mais je dirais un tapis d'une autre façon, côté monétaire, côté gérage de maison, là, c'est un tapis, là, mais je pense que c'est un tapis comme d'une façon comme pour pas créer de problèmes. Là. Il évite les problèmes, donc il se soumet à la femme. Oui, là. Oui, il se soumet. Je pense que c'est plus ça. Qu'est-ce que ça vous fait de voir votre père, votre géniteur, soumis à une femme? Ben pour vrai, ça me fait rien, là. Ça me fait rien parce que... Valérie. Mais non, je suis vraiment honnête, mais parce que ma mère, elle, c'est loin d'être un tapis, puis ma mère, elle gère les hommes, elle est capable de les mener par le bout du nez. Oui. J'ai les deux, là. Mais Valérie, est-ce qu'il est possible que le fait que votre père soit le tapis d'une femme vous fasse mal? J'ai aucune idée, j'ai jamais pensé à ça. Excellent. Une nouvelle idée à penser. Hey, merci, Valérie. Merci beaucoup. Bye. Merci Valérie. à vous, je vous aime beaucoup. Oui, bye. Vous êtes fine. Bye. C'est intéressant. Plein d'autres auditeurs ont appris plein de choses en écoutant Valérie, je suis certaine. On a Stéphane au bout du ligne de Mayou qui va patienter. Il nous l'a dit. On va lui parler au retour de la pause. Il a été victime d'une fraude amoureuse.
pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Jusqu'à quel point l'amour vous a déjà fait perdre la tête? On a Stéphane qui a été victime d'une fraude amoureuse. Bonjour Stéphane. Bonjour. Oui, Stéphane. Racontez-nous. Je suis gêné un peu. Je suis même très gêné, mais je vais vous le dire parce que le docteur Mayou, c'est mon héros, là. Depuis que c'est petit, là, ça fait que je travaille avec lui, puis je sais que si je m'écarte, il va me remettre en place. Allez-y. Regarde, je fais partie des Libertés 55. J'ai 62 ans, j'étais à ma retraite, ça fait 6 ans. Il y a eu une madame qui travaille dans le domaine financier, que moi je ne savais pas à l'époque, qui a fait une demande Facebook parce qu'elle avait eu des cancers, puis était en traitement, puis elle avait besoin beaucoup de quelqu'un pour l'accompagner, puis tout. Puis moi, j'ai agi en bon samaritain. Puis, est-ce que la madame sur Facebook était jolie? Ah, très jolie. Bon, écoutez, bon samaritain qui... Oui, écoutez, Stéphane, alors vous nous dites simplement, est-ce que c'était gracieux, le geste? Une gracieuseté de votre part, ou si elle était belle, puis rendre service à une femme qui est belle, là? Allez, continuez. Alors, oui. Docteur Mayou, je dois vous dire que j'ai déjà été malade dans le passé. J'ai été 4 ans que j'ai perdu mon travail, mon emploi, ma femme. J'avais tout perdu au complet. Je restais en chambre, j'appelle ça une caverne. Oui. Puis docteur Mayou, cette fille-là, je l'avais rencontrée dans un bar. OK? Oui. Puis quand elle était dans un bar, elle me l'a dit clair, j'étais pas un bon prospect pour elle pantoute. Elle dit, moi, j'ai mon gars pour baiser, j'ai mon gars pour ci, j'ai mon gars pour faire la plomberie. Elle a été full équipée, là. Elle dit, si tu veux, je ne vais pas vous le dire, elle dit, si tu veux, elle dit, tu vas être mon danseur, parce que je savais bien danser, là. C'est que ça l'a coupé là complètement. J'étais pas un bon prospect pour elle, puis je n'ai plus eu de nouvelles pantoute depuis peut-être jusqu'en 2013. Oui. C'est que en 2013, j'ai reconnu sa photo sur Facebook qui a demandé de l'aide. Je la connais, j'ai dit, oui. J'ai vraiment agi, Dr. Mayou, là, aucune arrière-pensée sexuelle. Non. On vous croit. Continuez, ça vous a coûté combien, ça, d'être un bon samaritain? Je m'excuse de vous pousser un petit peu, c'est parce qu'il reste à peu près 2-3 minutes d'émission. Oui. OK, 304 000. Et Colin, vous avez un grand cœur? Parce qu'elle a travaillé pour une banque, puis elle m'a entourloupé, puis elle était malade durant le temps qu'elle a fait l'affaire avec sa banque. Puis j'ai su par après que le copain qu'elle avait eu avant moi, elle avait exploité lui avec. Non, mais le 300 000, c'est que vous aviez 300 000 d'économie? Puis elle vous a recommandé un placement à risque? Probablement, c'est ça qui est arrivé? Non, Dr. Mayou. Elle a pris le contrôle. Elle m'a demandé pour lui rendre service d'ouvrir des marges de crédit. Puis que j'ai accepté d'ouvrir des marges de crédit parce que ça lui donnait une commission. Parce qu'elle a travaillé dans le domaine bancaire. Ah oui? Vous êtes fin, vous? Puis, alors, elle ouvrait des marges... C'est vous qui la cautionniez dans ces marges de crédit? C'était des marges de crédit de combien? Au total, 200 000. Oui. Oh boy, elle ouvrait des grosses marges de crédit? Avec votre... Puis là, vous aviez votre dépôt, votre 300 000 pour garantir... J'ai juste une petite question, là. Stéphane, comment vous avez fait pour vous refaire? Parce que vous avez dit que vous viviez dans une caverne, là, que vous aviez tout perdu. Oui. C'est parce que t'en perds un petit bout. Je vais te le dire, ça sera pas long, là. C'est parce que la fille de Mayou a pris mes marges de crédit à mon insu parce que je n'étais pas au courant. Elle a pris contrôle par Internet parce que je suis dans la génération pas Internet. Puis elle s'est acheté une maison de Mayou avec mes marges de crédit. Ça m'a monté ma dette à 304 000. Ah, OK. Vous ne l'aviez pas, l'argent. OK. C'est vous qui aviez les marges de crédit. Puis elle a pris le contrôle de vos marges de crédit, puis elle a financé sa maison. Exact. C'est fait par Internet. Oui. Puis José... Mais avez-vous déjà eu de la sexualité avec elle?
Elle, à un certain moment donné, elle a déroulé le tapis rouge. J'étais un gars qui, j'aimerais pas le dire, mais j'étais un gars qui est plutôt impuissant. Et la sexualité, elle dure pas longtemps, mais oui. C'est pas comme ça à 20 ans, mais à 62, 63, là, c'est plus, c'est moins facile. Là. Oui. Il y en a eu un petit peu, mais quand Doc Mayo, c'est parce qu'il était en relation d'aide, était malade. Quand sa santé est revenue, elle m'a amené, c'était tout le temps la même rengaine, là. Écoute, regarde, c'est le meilleur qui peut m'aider. Là. Si on irait dans le sud ensemble, ce serait une victoire pour moi. Ça a été ma victoire. Ben oui. Puis là, je me suis fait un peu louper, puis là, j'ai tout payé comme un avait, puis là, ben, c'est devant... Mais avez-vous fait faillite? Doc Mayo, non, Doc Mayo. Eh bien, elle a fait faillite. Elle a fait faillite. Oui, mais vous? Elle s'est acheté une maison. Oui. Non, Doc Mayo. Parce que j'avais des propriétés à moi, puis j'avais des locataires dedans. Mais c'était tout payé. Tabarnouche! Vous êtes... Qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? Je travaillais en télécommunication. Oui, OK. Hey, Stéphane, merci beaucoup. Merci de nous l'avoir raconté. Merci beaucoup. C'est incroyable, pareil, hein? Tout ce qui peut arriver. Oh, il y en a des choses qui se passent au Québec. Fait qu'en conclusion, Doc Mayo... Il y a des Québécois qui ont de l'argent. Il s'est fait rouler de 300 000 puis il n'était pas ruiné. Il n'a même pas fait faillite. Il a tout payé. Il a remboursé. Il y a des Québécois qui valent entre 500 et 1 million. Il y en a en masse. Doc Mayo, oui. Passez une belle journée. Oh. Avec du chocolat, des fleurs. José. Des chandelles. Des pétales de rose. Il me manque quelque chose. José. Une nuit endiablée. José Arsenault. À demain, tout le monde. Bye bye. Oui, à demain.